Alors, il y a une grande logique dans ce programme, puisqu'on vient de parler de la façon dont on peut faire croître les entreprises et notamment transformer les PME en ETI. Donc, on va maintenant se pencher sur ces ETI, savoir comment est-ce qu'on peut les porter un échelon plus loin, notamment un échelon européen, et puis comment on peut aussi faire une Europe des entreprises familiales. Il y a une réalité derrière ce terme d'Europe des entreprises familiales? Eh bien, on en discute avec nos invités. À mes côtés, Paul-Louis Villeroy, vous êtes Business Development Senior Manager de Villeroy et Boch. Vous êtes donc surtout un membre de la famille. Bonjour. Bonjour à tous. Frédéric Coirier, vous êtes coprésident du METI, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, donc nos fameuses ETI. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Thibaut Beaunoyer, vous êtes administrateur de Beaunoyer, donc entreprise familiale aussi, et vous êtes aussi responsable pédagogique d'une formation de l'EM Lyon qui se lance et qui s'appelle la gouvernance familiale de l'entreprise. Bonjour à tous. Comme tout à l'heure, en fait, je voudrais débuter un peu par un panorama, ou par essayer de comprendre un peu le périmètre de notre sujet avec vous, Frédéric Coirier, puisqu'on parle donc de ces ETI françaises. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment elles se portent et surtout comment elles se portent par rapport aux autres grandes nations, on va dire, économiques européennes? On pourrait citer l'Allemagne, on pourrait citer l'Italie notamment. Alors les ETI, ça représente environ 6200 entreprises en France, 25% de l'emploi salarié, 33% de l'export, à peu près 50% de l'industrie. Donc c'est le cœur vivant de l'industrie française, sachant que c'est une catégorie qui s'est développée depuis une dizaine d'années. On était à 4500 ETI, on est aujourd'hui à 6002, mais on est quand même très très loin de la moyenne européenne, puisque en Allemagne, il y en a presque 20 000, en Italie, en Angleterre, on en compte pas moins de 10 000. Bref, la densité d'ETI en France est largement insuffisante. C'est un vrai sujet. Et c'est ce qui explique aussi une grosse partie de nos faiblesses économiques quand on parle de chômage, quand on parle d'exportation, d'export, notamment de déficit commercial. L'Allemagne, 55% du commerce extérieur allemand, ce sont les ETI. Donc c'est vous dire que ces entreprises, quand elles sont en grand nombre, apportent à l'économie en fait une très forte résilience, une très forte stabilité. C'est des entreprises très familiales, c'est aussi pour ça que nos intérêts sont très alignés avec le family business, parce que vous avez 70% des ETI qui ont un capital familial ou patrimonial, 50% des ETI ont des fonds, c'est important de le dire, et 10% des ETI sont cotés. Donc ce sont des entreprises du temps long. En cela, je dirais la logique des ETI et des entreprises familiales sont parfaitement alignées, en tout cas dans leur approche. Alors vous avez cité l'Allemagne, justement. Votre voisin représente une entreprise qui est franco-allemande, qui a été créée en 1836, donc on peut parler d'un certain recul historique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un alignement de vision entre les entreprises françaises et allemandes? Comment ça se passe chez vous, cette biculture? D'abord, on a fusionné en 1836, mais mes ancêtres ont commencé en 1748. Donc c'est encore quelque part une centaine d'années avant. On a commencé en Lorraine et entre-temps, la Lorraine s'est fragmentée entre la France et l'Allemagne. Et donc, en fait, une entreprise franco-allemande parce que, par définition, les Villeroy, dont je suis la 8e génération, sont français, sont devenus français, et les Boch sont devenus allemands. Alors, en fait, il y a eu en plus 3 guerres entre nos deux familles. 1870, qui a réduit l'outil industriel à néant à l'époque. 14-18, ITOU. 39-45, aussi. Parce que comme on était sur la frontière, par définition, c'est un lieu de combat et c'est un lieu de destruction massif. Donc en fait, on a beau avoir des cultures saxonnes et latines, je considère les Français comme étant des latins, en tout cas c'est comme ça qu'on se revendique, on a dû se réentendre 3 fois pour réengager l'entièreté du capital familial disponible pour relancer l'entreprise 3 fois. Donc ça, c'est vraiment dans nos gènes. Et en fin de compte, nous sommes toujours là parce que nous sommes différents. Parce que nous avons une culture différente. Parce que, je vous donne un exemple très concret et très actuel, les Allemands tournent au charbon. Ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. Il n'y a plus de gaz russe, ou alors on fait venir du gaz liquéfié des États-Unis. Enfin bref, on trouve des supplétifs. Et les Français ont du nucléaire. Donc en fait, nous, les actionnaires français, on influence pour passer à l'hydrogène, parce qu'on peut faire de l'hydrogène la nuit, quand les centrales tournent au ralenti. Et l'hydrogène, ça brûle aussi bien que du gaz. Et nous, notre coût de production, dans les produits de céramique que nous fabriquons, c'est 30% l'énergie. 30%, c'est le gaz naturel. Donc si on peut le faire à l'hydrogène,
marketingement parlant, en termes de RSE, en termes de pérennité de l'outil, etc., et d'une production toujours européenne, ça a du sens. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, mais les différences culturelles nous nourrissent. Ah ben c'est formidable parce que ça va permettre de créer plein d'ETI d'envergure européenne. Ça, c'est quelque chose pour lequel vous militez, Frédéric Courrier. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Alors, c'est très important. Alors, je ne sais pas s'il faut mixer binationalité. C'est vrai que vous avez un cas tout à fait étonnant ici. Il y a des sociétés comme Hager aussi qui sont un peu dans votre situation. Mais ce qui est très important, c'est que l'Europe est à un moment critique. Très clairement, aujourd'hui, nous avons une Europe qui est avec des instabilités politiques majeures. C'est une Europe qui voit sa capacité de production menacée, il faut le dire. D'abord parce que les États-Unis ont une politique et une stratégie très claire avec l'IRA. L'Asie actuellement déverse massivement des produits à bas coût sur le continent et l'Europe aujourd'hui n'a pas de politique claire, je dirais, sur le long terme. Nous incarnons les ETI, les entreprises familiales, le long terme. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de règles claires, nous avons besoin aussi d'un écosystème européen homogène. L'Allemagne a ses règles, la France a ses règles. Les impôts de production en France sont 4 fois plus élevés qu'en Allemagne, 2 fois plus élevés qu'en moyenne européenne. La fiscalité du capital n'est pas non plus alignée. Bref, ça crée des travers, ça crée des biais. Ça explique aussi l'atrophie de la catégorie ETI en France. Et ça ne peut se traiter d'une certaine façon qu'à l'échelle européenne, puisque de plus en plus de règles aujourd'hui, environnementales, fiscales, juridiques, etc., viennent de Bruxelles. Et impactent donc directement nos entreprises, qu'elles soient françaises, allemandes, espagnoles, peu importe. Donc c'est très important que ce que nous avons réussi à faire en France, l'ETI c'est un concept franco-français, il faut le rappeler, puisse demain être reconnu à l'échelle européenne, de manière à ce que notre catégorie finalement soit mieux étudiée, mieux comprise, que les règles soient proportionnées à la catégorie d'entreprise, que la fiscalité aussi soit mieux adaptée à nos entreprises qui ont besoin de temps long, encore une fois, on le répète, et pour avoir du temps long, il faut de la visibilité, il faut de la stabilité, il faut une proportionnalité des règles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre nous ici sommes très inquiets de la CSRD, de la CS3D, toutes ces règles qui sont en train de se déverser sur nos entreprises, qui ont été pensées pour des grands groupes, mais pas pour des entreprises de notre taille, alors même que dans le monde entier, aucun de nos concurrents américains ou asiatiques ne se les applique. Donc c'est très important, en tout cas, qu'on arrive à cette évolution. Il y a effectivement un contexte qui est assez complexe. Est-ce que c'est une réponse à ça que vous avez voulu concevoir quand vous avez eu l'idée de créer une nouvelle formation qui était dédiée aux entreprises familiales ? Alors, la véritable raison pour laquelle on a créé cette nouvelle formation, c'est que moi-même, administrateur familial d'une entreprise, j'ai suivi tout un tas de formations, notamment une formation à l'EM Lyon sur une formation d'administrateur, dans laquelle il manquait justement cette dimension spécifique familiale. Et on a voulu créer une formation dédiée qui répond spécifiquement à la gouvernance familiale de l'entreprise. Avec notamment toute une partie sur la dimension émotionnelle, psychologique, les relations entre les différents membres de la famille et comment est-ce que ça peut influencer les directions stratégiques de l'entreprise. Et donc il y a toute une dimension, c'est une formation qui dure 3 jours, et la deuxième journée, elle est consacrée spécifiquement à l'étude. On réalise un génogramme, on fait réaliser un génogramme aux membres de la famille. Donc cette formation, elle s'adresse aux actionnaires familiaux, aux dirigeants ou futurs dirigeants, et administrateurs et futurs administrateurs familiaux. Et on fait réaliser un génogramme. Qu'est-ce que c'est un génogramme ? Alors un génogramme, c'est un outil de représentation graphique des relations, des émotions, des événements historiques de la famille qui, à la lecture, lorsqu'on réalise cet exercice, peut expliquer l'influence de certaines directions qui ont été prises par l'entreprise. Et souvent, c'est des choses qu'on a en tête, qu'on a vécues, etc. Lorsqu'on le représente graphiquement, ça prend une toute autre dimension. Ça permet de donner un nouvel éclairage sur un certain nombre de choses. Et c'est un élément, je pense, assez différenciant de cette formation par rapport à ce qui peut exister sur le marché. Vous avez fait le génogramme de votre famille, Paul-Louis ? Sur 3 siècles, il y a un petit peu de boulot, en tout cas. C'est clair. Non, on ne l'a pas fait, mais ça m'intéresse. Justement, comment s'est passée, vous, l'intégration dans l'entreprise familiale ? Parce que vous avez une longue vie professionnelle avant d'intégrer l'entreprise. Vous y avez un rôle opérationnel. Comment ça s'est passé ?
Oui, mais j'ai fait 20 pas parler trop de moi, mais j'ai fait 20 ans dans l'énergie avant, EDF, Gaz de France et le pétrogazier italien Eni. Rien à voir avec l'industrie de la céramique, croyez-moi, et rien à voir avec la logique d'une entreprise familiale. Alors pourquoi j'ai été, entre guillemets, approché? Eh ben, c'est une question à laquelle je ne sais toujours pas vous répondre, il faut être très honnête. Voilà. Alors, on a un petit peu préparé la question, j'ai du coup un peu réfléchi. Vous ne voudrez pas, ce ne sera peut-être pas très spontané, parce que c'est particulièrement délicat. En fait, il n'y a rien qui prépare mieux que de faire. Par définition, on ne peut pas préparer quelqu'un à vivre ce que j'ai pu vivre. Moi, je suis rentré sur un poste de direction commerciale d'une des filiales, la deuxième filiale du groupe en France. Auparavant, j'étais directeur grand compte. Oui, donc c'était un poste très opérationnel avec quelques compétences précises. Mais par contre, je connaissais ni l'entreprise. De fait, je la connaissais comme un actionnaire. Autant dire, j'en connaissais 5%, pas plus. Donc j'en ai découvert 95%, je ne connaissais pas le secteur d'activité et quelque part je changeais un petit peu de mission. Donc en fait la mission, moi je ne suis pas Tom Cruise mais était assez impossible quand même. Donc il faut, pour préparer une bonne intégration, et ça je le dis avec un feedback, maintenant j'y suis rentré il y a 8 ans, il faut en fait être capable d'assumer 4 casquettes en même temps. Ça, c'est le fruit d'une expérience, ça ne sort pas des bouquins, ça ne sort pas des conférences, c'est vraiment un témoignage. Il faut assumer une casquette de salarié. Ça, ce n'est pas difficile du tout. On a un patron, on a des objectifs, et on essaye de faire du mieux qu'on peut pour y participer, et on intègre une équipe. Il faut intégrer une casquette actionnaire. C'est déjà un peu plus compliqué, parce qu'en plus, moi, j'ai une autre casquette en plus, elle est double, c'est que je porte le nom de l'entreprise, en tout cas la moitié du nom de l'entreprise. Donc quand vous êtes éponyme, c'est le terme qu'on utilise, c'est comme quand on s'appelle Michelin chez Michelin. En ce moment, dans les dîners en ville, ceux qui s'appellent Michelin se font engueuler, mais pourquoi vous fermez vos usines en France? C'est un exemple parmi d'autres. Okay, donc ça s'assume aussi. Et ça, pour ça, il faut être un peu préparé. On a une casquette de communicant en interne, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez le conseil de surveillance qui vous parle, alors qu'il n'a pas le droit de vous parler, mais il aimerait bien savoir quand même ce qui se passe sur tel dossier, un tel, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'on fait, il voit comment, est-ce qu'on doit les délocaliser en Chine. Je vous donne pêle-mêle quelques petites informations qu'on peut être amené à disserter et à philosopher au départ. Et puis la communication, elle est aussi remontante, mais elle peut être descendante. Donc cette communication-là, quand vous êtes dans ma situation, il faut la gérer. Donc en termes d'intégration, ça, j'étais pas du tout prêt à ça, vraiment pas. Et puis il faut assumer sa famille. Ah, celle-là, c'est la meilleure. J'ai l'impression d'être un parent d'élève parfois. Non, mais je vous promets, parce qu'en fait, quand on est actionnaire, en tout cas c'est comme ça chez nous, on connaît 5% de l'entreprise. Alors chacun connaît un petit bout des 5%, donc c'est assez drôle parce que finalement, celui qui est financier, il va me dire, mais attends, ton DAF, là, il fait n'importe quoi, c'est pas ça, il faut investir là, il faut... Bon. Et puis quand on a des gens qui sont profs de français, ils me disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus les textes en français, tout en allemand et tout en anglais? Je dis, parce que ça coûte de l'argent, si tu veux un dividende à la fin, on ne fera plus la traduction en français, tu n'as qu'à te remettre à l'anglais. Voilà, ou à l'allemand. Bon. Donc, vous voyez, cette logique d'assumer la famille, ça a l'air simple et drôle, parce que je donne des exemples assez drôles, mais quand ça ne va pas bien et qu'on ne donne pas de dividendes, en fait, mais Paul-Louis, qu'est-ce que ça fait? Parce que toi, tu as 95% de la connaissance de l'entreprise, donc tu es censé avoir fait le job. Voilà. Bon, donc c'était pour un peu expliquer, donc une bonne intégration, il faut être prêt à ça. Alors bon, pour finir, et ce sera la conclusion de cette question, et j'y ai pensé en venant ce matin. En fait, j'ai une formation j'ai fait 10 ans au conservatoire. En fait, j'ai une formation artistique. Et finalement, on est souvent, dans ma situation, un homme orchestre. Alors j'espère que je vous ai sonné quelque chose qui sonne à peu près juste, mais en fait, c'est assez délicat d'harmoniser ces 4 casquettes, et par contre, c'est passionnant. Vous avez intégré l'entreprise il y a 8 ans. Vous êtes chez Monoyer, donc aussi une entreprise familiale, on le disait. C'est la 4e génération. Comment est-ce qu'on réussit chez vous aussi ces passages générationnels? Et puis derrière, j'ai une deuxième question, donc je plante la graine, qui est quels sont un peu les défis aujourd'hui, et notamment dans cette perspective européenne, des générations qui sont en train d'accéder à la tête de nos entreprises familiales? Alors, on en a beaucoup parlé ce matin. Le défi, c'est la transmission. La préparation de la transmission, c'est évidemment pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça se prépare sur même des décennies, impliquer un maximum de gens de la famille dans l'entreprise, créer la proximité aussi entre les membres de la famille
et l'entreprise, l'affectio societatis, donc impliquer les jeunes générations pour leur donner envie, parce qu'on en parlait ce matin, l'Allemagne, l'Italie, les transmissions d'entreprises qui se font à 50 et à 80%, 20% en France. Donc il faut impliquer les nouvelles générations et préparer au maximum la succession. Et sur votre deuxième question, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous nous donniez un peu votre avis sur comment faire en sorte de bien préparer ces générations qui accèdent, puisque en plus vous avez une formation là, donc je crois que vous avez mis 3 ans à la concevoir, ou en tout cas à y penser, donc je pense que vous avez dû réfléchir quand même à tous ces sujets, aujourd'hui un peu prioritaires pour les entreprises familiales. Comment réussir à cet échelon européen, comment bien préparer les dirigeants qui aujourd'hui arrivent à la tête des entreprises? Oui. Alors sur la préparation pour la partie européenne, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Il y a la compétence et il y a l'envie. Donc il n'y a que 20% des entreprises qui sont transmises. Donc je pense que ce qu'il faut vraiment travailler, c'est l'envie, pour qu'il y ait non pas 20%, mais 100% des entreprises qui se transmettent et qu'on ait de plus en plus de TI en France. Sur la partie compétence, je pense que les dirigeants aujourd'hui sont... Enfin, les nouvelles générations sont plutôt mieux armées. Généralement, ils ont fait des études internationales, donc ils ont des compétences internationales, sont sensibilisés aux cultures, ils parlent les langues, et donc ils sont plutôt mieux armés, on va dire, que les anciennes générations pour pouvoir développer l'entreprise au niveau européen. Il y a des compétences spécifiques qui peuvent être acquises dans des nouvelles formations. La formation de l'Union en est une très bonne. Les nouvelles générations familiales sont également plus sensibilisées aux nouvelles problématiques. Je parle de la digitalisation, la durabilité, la responsabilité sociale. Souvent, ces nouvelles générations sont plutôt plus enclines, on va dire, à les mettre en place dans leur entreprise. Voilà ce que je peux répondre. Et vous disiez, j'ai entendu tout à l'heure que cette formation s'adressait aussi pas seulement aux membres des familles. C'est important, ça, de donner envie à des talents extérieurs de rejoindre les entreprises familiales. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez une certaine envie ou est-ce que les gens se disent « Ah non, mais moi, je porte pas le nom, c'est pas ma famille, j'y serai jamais à ma place ». Alors, c'est amusant parce que la dimension d'attraction de l'entreprise, elle fonctionne pour les membres de la famille, mais elle fonctionne également pour les gens de l'extérieur, les non familiaux. Donc, c'est tout l'employer branding qu'il faut travailler pour donner envie aux nouvelles générations familiales de rejoindre l'entreprise, mais également donner envie à des compétences extérieures de rejoindre. Et notamment pour le développement à l'international, il faut faire venir des nouvelles compétences. Et donc c'est un travail au long cours. Voilà, quelle est la politique RH, quelle est la culture aussi, la vision de l'entreprise. Ce sont des éléments très importants à travailler pour attirer les talents. Alors vous êtes une entreprise franco-allemande, mais vous avez aussi des usines, des sites de production ailleurs en Europe. Quel pays est-ce que vous avez sélectionné et pourquoi ? En fait, on produit des pièces de céramique, donc par définition, c'est lourd, c'est fragile, et quand il s'agit de pièces de céramique pour la salle de bain, comme les lavabos par exemple, c'est très encombrant. Alors, normalement, cette industrie-là, elle doit produire localement. Bon. Et donc, en fait, on a investi dans des lieux de production, sur tous les continents, sauf aux Amériques. On a eu des petits problèmes avec M. Trump, donc on a fermé notre usine au Mexique. Mais on est présent sur tous les lieux où nous avons des clients, en fait. C'est ça la logique. Et donc, nous sommes, en plus, dans une phase d'acquisition. Nous avons acheté la société Ideal Standard Porsche, un petit peu mieux connue sous la marque Porsche en France, qui nous apporte 14 usines. Donc, on est vraiment dans une massification de production parce que la crise actuelle énergétique nous fait un drame, enfin c'est dramatique pour nous, donc on cherche vraiment à nous diversifier et à massifier notre production, massifier nos achats. On est comme dans l'automobile, c'est très comparable en fait. Voilà, et donc parce qu'on est un capital familial franco-allemand, on a beaucoup fait en sorte de maintenir l'outil de production en Europe, parce que c'est le cœur du business pour nous. Mais on a aussi acquis 4 usines très importantes en Égypte, en Thaïlande pour l'Asie, et on essaie d'éviter de trimballer de la céramique, de la terre cuite dans des containers, quoi. C'est quand même un peu une hérésie dans les bilans carbone, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réparti notre production.
Donc l'Égypte, la Thaïlande, l'Europe de l'Est, des pays assez différents. Est-ce qu'il y a des proximités culturelles avec certains? Est-ce qu'il y a aussi une proximité, j'en sais rien, vous travaillez avec des entreprises familiales de l'étranger aussi? Non, non, assez peu en fait. On a voulu toujours être très très intégré dans notre modèle. Et donc en fait, non, je peux donner un exemple très concret. Quand on fait des baignoires, par exemple, on utilise des plaques d'acrylique. On les a souvent achetées à des industriels qui ne sont pas familiaux. Et il se trouve que l'entreprise qu'on a rachetée avait une usine qui fabrique ces plaques d'acrylique. Donc ça faisait partie, un peu comme le bouquet de la mariée, de logique d'intégration. Vous savez, pour gagner de l'argent dans notre métier, quand on fait 6 ou 7 points d'ébit, on est tout content. Hein. Donc nous, la logique, c'est beaucoup d'usines, beaucoup de lieux de production, et des synergies d'achat. Mais non, on ne cherche pas plus que ça des partenariats industriels avec d'autres familles, non. Par contre, les Villeroy et les Boc se sont unis déjà à l'époque pour massifier leur production en 1836, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, et affinités culturelles, alors en Europe, vous en ressentez certaines ou pas? Alors, ou non-affinités d'ailleurs, hein, vous pouvez le dire aussi. Les affinités culturelles, les aspects culturels, pour moi, la France et l'Allemagne sont des pays qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, et pourtant, nous, on y arrive. Voilà. D'ailleurs, après, en 1918 et en 1946, les membres de la famille ont remis en face, autour d'une même table, dans nos familles, l'occasion de repas familiaux, en fait, les hommes politiques de ces deux pays. Donc, dans l'après-guerre, à chaque fois, on a construit ça, parce que nous, au niveau industriel, c'était obligatoire. Il y a un pragmatisme économique, nous, on veut bien remettre de l'argent et relancer l'économie. Ben, vous, les politiques, mettez-vous autour de la table et on vous accompagne pour ça, parce qu'on en a besoin. Il y a aussi, en termes de culture, alors ça c'est très paradoxal, mais je vois moi j'ai 3 enfants qui ont entre 22 et 14 ans, je vois que les éducations des enfants sont différentes en Allemagne et en France. C'est des petites différences. Par contre, il y a un socle commun, voilà, on est tous actionnaires, on se retrouve régulièrement, on travaille l'affectio societatis. Moi j'ai 47 ans, mais je commence vraiment beaucoup à m'occuper des next-gen, etc., à témoigner de ce que je peux vivre. En revanche, nous n'incitons pas du tout les membres de la famille à se projeter pour une carrière dans l'entreprise familiale. On lutte contre le népotisme. D'ailleurs, on a été créé sous Louis XV, on sait que cette pauvre monarchie, elle en est morte du népotisme quelque part. Donc on fait tout pour éviter ça, et tant et si bien que pendant 25 ans, personne n'était rentré dans l'entreprise, et c'est ce qui a été ma chance finalement. Alors Frédéric Coirier, on va revenir sur les sujets qui fâchent, les sujets compliqués en ce moment. Vous en avez évoqué certains, Laurent Mignon l'a fait aussi dans la table ronde précédente. L'Europe aujourd'hui, elle manque d'unité, pour dire les choses de manière un peu simple. À votre avis, comment est-ce qu'on recrée une unité nécessaire et favorable aux entreprises? Est-ce qu'il y a des choses à faire en matière de réglementation? Quelles sont, d'après vous, un peu les actions prioritaires à entreprendre? On va déjà démarrer par la France, parce qu'on a déjà nos propres problèmes à gérer. Un point qui est important, on ne sait pas effectivement quel sera il y a de fortes probabilités pour que le gouvernement... Je n'ai pas abordé le sujet, j'ai tourné autour, mais je vous laisse y aller tout seul. Je pense qu'il faut revenir à des sujets un peu plus triviaux. C'est le pacte du travail qui a été sanctuarisé dans le PLF actuel, ce qui n'était pas donné au départ. Parce qu'on peut vouloir faire une transmission, on peut vouloir que la famille s'entende bien. Quand on ne peut pas faire, techniquement, ça n'aboutit pas. Le pacte du Treil a permis quand même une évolution fondamentale qu'on a observée, je pense, dans toutes nos associations, avec un rajeunissement des staffs. Et on sait que quand les jeunes arrivent aux commandes des entreprises, on se projette, on investit, on redéveloppe, ça redonne une dynamique. Et ça, on a absolument besoin d'un cadre de transmission plus favorable. La France, aujourd'hui, n'est pas du tout le pays européen le plus favorable à la transmission. Ça se voit dans les chiffres. Ça n'est pas que culturel, c'est aussi technique, il faut le rappeler. Et même s'il faut qu'on travaille fondamentalement l'envie de transmettre, l'envie aux familles, en tout cas de préserver le capital et les valeurs, quitte à ce que ce soit un dirigeant familial. Moi, je suis familial dans mon entreprise, mais ça peut être un manager extérieur qui épouse les valeurs de l'entreprise. Ça fonctionne très bien. Et l'Allemagne a beaucoup plus de managers extérieurs en moyenne que la France. Donc ça peut fonctionner. Mais déjà à l'échelle française, surtout, essayons de créer les conditions du produire, du travailler et de s'engager en France. Le temps long du capital, la compétitivité de nos entreprises, impôts de production, coût du travail,
La simplification, parce qu'on souffre évidemment en France d'une surtransposition souvent, d'une créativité infinie de règles. D'ailleurs, quand on va à l'étranger, on se rend compte que l'application des règles n'est pas du tout la même, ou l'interprétation n'est pas la même. Je pense à la CSRD par exemple, l'Allemagne a tout mis sous le tapis, l'Italie également. La France aujourd'hui, qui était à l'origine du texte, était dans une surtransposition. Et je pense qu'elle a compris qu'il fallait reculer. Voilà. Si on ne traite pas le sujet à l'origine, qui est quand même au niveau de l'Europe, on aura du mal à faire évoluer la situation pays par pays, y compris, et surtout pour la France. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, la reconnaissance plus forte de l'entreprise familiale, elle l'est déjà à l'échelle européenne, de l'ETI. Il y a dans la feuille de route de Ursula von der Leyen, c'est inscrit de la création d'une catégorie small mid caps, d'aller au-delà des 250 salariés, peut-être 500. Nous, on pousse pour que ça aille au niveau de 3000, au minimum 3000 salariés. On travaille avec European Family Business, d'ailleurs votre organisation européenne, pour aller avancer sur ce sujet. Les organisations européennes, allemandes, italiennes, qui étaient très méfiantes sur le sujet, parce que souvent on nous dit, les Français, vous êtes les rois de la statistique et de la règle, comprennent aujourd'hui l'intérêt de l'ETI européenne. Je prends le sujet de l'énergie, par exemple. Critique pour les ETI, et je pense que pour votre industrie, comme les verriers, etc., c'est vital même. La France et l'Europe n'avaient pas de dispositif pour accompagner la crise énergétique des entreprises. Le métier a beaucoup travaillé, notamment avec la DGE en France, pour que soit reconnu, non pas à l'échelle d'un groupe, mais à l'échelle de l'établissement, la surconsommation, le surcoût énergétique. Ça a permis quand même à 50% des ETI de disposer d'un accompagnement dans cette période. Sinon, vous auriez eu des entreprises au tapis. Ce n'était pas possible. Donc voilà, je dirais que si à un moment donné, la catégorie d'entreprises ETI est mieux reconnue, on va freiner d'abord l'inflation des règles, on va travailler sur des réglementations fiscales, techniques et autres qui seront mieux adaptées à nos entreprises, qui aujourd'hui sont assimilées à des grands groupes. Nous n'avons pas dans nos entreprises des services juridiques super développés, nous n'avons pas cette capacité à gérer la complexité. Donc il est très important, en tout cas, qu'on travaille tous ensemble, y compris avec les entreprises familiales, à ce que cette catégorie soit mieux prise en compte, de manière à ce que les politiques publiques de transmission, de compétitivité, de réglementation, et j'en passe, de compliance, s'adaptent mieux à nos entreprises et en tout cas ne nous pénalisent pas par rapport à la concurrence mondiale, qui, elle, ne s'applique pas ces règles. Merci beaucoup. On se quittera sur ces recommandations et ce programme pour l'avenir. Merci à tous les trois pour vos témoignages et on poursuit le programme. Bouge 30 minutes chaque jour. Mettre un pied devant l'autre ou simplement s'y mettre, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, juste un peu de motivation. Allez. 5 minutes. C'est un bon début. On est déjà fiers. Fiers d'avoir commencé.